Melbourne, Australie. Université McGill. Boston. New York. Centre de recherche, hôpital Douglas, Montréal. Melbourne, Australie. New York. New York. Boston. New York. Vancouver et Toronto. Alors, une des premières choses que j'ai fait au département universitaire, c'était de créer un comité de fellowship. Et puis, on a envoyé également un questionnaire à tous les candidats, tous les psychiatres qui, depuis 10 ans, étaient partis en année complémentaire, en formation, dans le cadre d'un fellowship. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, c'est la relève du département de psychiatrie, c'est aussi un savoir à partager, et c'est également rendre hommage à un sacrifice qu'ils ont vécu, avec des niveaux professionnels, familiaux, financiers, partir comme cela et revenir en nous expliquant toutes les contingences qui ont entouré le fellowship pour qu'on puisse comprendre quelque chose à leur départ et à leur retour dans notre milieu. Partir, c'est également se retrouver, et c'est l'expérience que j'ai faite moi avec mon fellowship en partant en Abitibi, puis tous les 6 ans partir comme à Vancouver ou en Normandie. Et toutes ces personnes que vous allez voir dans le documentaire, ils traduisent ces expériences. C'était important que notre milieu les découvre en même temps que nous. J'ai choisi cette formation complémentaire, ce fellowship, parce que depuis environ, je dirais, 3 ans avant la fin de ma résidence, donc R2, R3, c'est devenu clair pour moi que je voulais travailler dans un hôpital universitaire. J'ai fait mon fellowship parce que je voulais continuer un peu ma formation de recherche dans mon domaine. Je voulais me surspécialiser afin de revenir à l'Université de Montréal et de travailler dans un hôpital universitaire, faire de l'enseignement, faire de la recherche. C'était clair au départ que j'allais m'engager dans une aventure de surspécialisation après mes études médicales. Je voulais aller plus loin dans la compréhension des jeunes qui étaient délinquants, violents, consommateurs de substances. Je voulais vivre cette expérience-là d'aller chercher une spécialité dans ma profession, mais aussi j'avais le goût d'être dépaysée, de sortir un peu de ma culture, je ne parle pas de ma culture de vie de tous les jours, mais aussi de ma culture médicale, voir ce qui se fait ailleurs, puis d'être déstabilisée finalement, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir un endoctrinement au terme d'une résidence. L'organisation du fellow est quelque chose qui peut être, oui, complexe, mais ça dépend aussi de notre personnalité. Bon, c'est sûr que ces obstacles-là sont des premiers obstacles, mais il va en avoir plein d'autres dans le cours là, du cheminement du fellow, puisqu'on est dans une nouvelle culture, un nouveau pays, des nouvelles façons de fonctionner. Je pense que ça fait partie aussi du processus d'un fellowship, de l'aventure, donc de trouver moyen de se débrouiller pour identifier le lieu, trouver le financement. Je dirais qu'au niveau administratif, il y a quand même eu certaines difficultés. Pas au niveau de l'Université de Montréal, beaucoup plus au niveau de l'Université McGill. Je dirais une certaine lourdeur. C'était très long, surtout parce que tu ne sais pas où aller et tu demandes à des gens et il n'y a personne qui sait vraiment. Dans la réalité, souvent, ce qui arrive aussi, c'est qu'on doit passer à travers ces étapes presque initiatiques d'application de visa et tout ça, au moment où on se prépare pour les examens de psychiatrie. Donc, ça rajoute un défi de plus. Du point de vue académique, il faut s'assurer que l'université considère que notre projet concorde avec leurs besoins à eux. Donc, on postule et c'est comme un concours. Et puis, on a un autre concours, c'est quand on va faire l'entrevue à l'hôpital où on veut aller faire notre fellowship, il y a d'autres candidats à part nous. D'un point de vue administratif, ce n'est pas une chose simple, particulièrement avec la question des plans d'effectifs régionaux, avec les agences de santé qui doivent approuver notre poste avant que l'université s'engage à approuver une lettre qui doit être envoyée au gouvernement canadien, qui, eux, doivent écrire au gouvernement américain. J'ai été chanceux dans le sens où vraiment là-bas, il y avait déjà un fellowship qui était défini, avec des objectifs, un plan assez structuré de ce qui devait être fait là-bas. Et pour le financement, un peu la même chose. Je pense que j'ai été chanceux aussi dans la mesure où il y avait un financement qui était associé déjà à ce fellowship-là. Au plan financier, j'ai contacté différentes associations, puis j'ai été capable d'aller chercher un petit peu d'argent. Puis en particulier auprès de l'hôpital où je travaille maintenant, là, à Shawinigan,
j'ai été capable d'avoir de l'argent de la part de la Fondation. J'avais fait une demande de bourse à ce moment-là à l'Université de Montréal, puis au milieu qui m'a accueillie, puis j'ai obtenu une bourse. Et finalement, de plus, à l'endroit où j'ai fait mon fellowship, il y avait moyen de faire des gardes pour aussi faire un peu plus là, de sous. Sur le plan administratif, mon fellowship me facilitait les choses puisqu'il m'offrait une bourse. Et on avait aussi un salaire qui venait du Sloan Kettering. Moi, l'entente que j'avais prise avec les gens de Boston, c'est je vais venir une année avec mon financement, mais si je dois dépasser cette année-là, eux devraient s'impliquer pour m'aider à demeurer. Et ça a très bien marché parce qu'après les 12 mois, ils m'ont accrédité, puis là, j'ai eu un salaire, puis je faisais partie de l'équipe. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai senti qu'on voulait beaucoup plus me pousser vers la partie intervention précoce. Je pense qu'il manquait de psychiatre, en fait. Ça m'intéressait beaucoup, mais j'ai vraiment insisté pour dire, écoutez, moi, quand j'ai appliqué pour le fellow, j'avais demandé de pouvoir travailler dans l'équipe PACE qui s'appelait. Et bon, j'ai négocié avec eux. J'avais beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses que je pouvais faire dans ce fellow, différentes cliniques, différents superviseurs, différentes activités. Puis finalement, l'équipe en place, je pense rapidement m'a fait confiance, puis m'a dit, ben, écoute, choisis ce que tu veux faire. Je m'attendais à avoir des responsabilités cliniques, puis donc l'occasion de développer mon expertise en psychosomatique. J'étais premièrement très impressionné et très stressé par la place où j'allais. Et j'avais l'illusion de savoir exactement qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je voulais réaliser, obtenir et qu'est-ce que c'était mon sujet de recherche. Je m'attendais aussi à être vraiment dans le feu de l'action pour ce qui est de l'enseignement. Lorsque je suis arrivé à Boston, dans le groupe de psychopharmacologie, c'est un centre de recherche où on ne fait que de la recherche clinique. Il n'y a pas de patient qui rentre dans ce programme-là sans être sous un protocole de recherche clinique. Donc, pour moi, ça a comblé mes attentes rapidement. Je pense pas que j'avais d'attente précise. C'est une ville qui était excitante. C'était pour moi quelque chose qui allait être une expérience nouvelle. Je savais que l'oncologie, c'est quelque chose qui me tenait à cœur beaucoup, le VIH. Et c'était le seul endroit, en fait, où j'ai pensé pouvoir marier les deux intérêts que j'avais. Je suis allé là pour, j'ai envie de dire, ouvrir mes ports et puis laisser entrer toutes les expériences que j'allais pouvoir rencontrer, professionnelles et autres. Je trouve que ça m'a permis de consolider une partie de mon identité professionnelle. J'en garde vraiment un souvenir très, très intense et très heureux. Ça m'a beaucoup appris, là. Ça a beaucoup changé ma perception, en fait. C'est là où je dis, on pense parfois qu'on a tout appris puis qu'on sait tout, mais de changer de culture puis de voir d'autres façons de faire complètement, bien, ça m'a permis de voir qu'en fait, bon, je pensais tout savoir, mais il y a beaucoup à explorer. Puis ça m'a donné aussi que maintenant, dans ma carrière, j'explore des nouvelles choses. Je ne prends pas pour acquis que je sais tout. Ça a été vraiment une révélation. Ça a été excessivement enrichissant, aussi bien au niveau humain que professionnel. C'est sûr que ça a demandé beaucoup d'autonomie de ma part, donc on n'est pas pris par la main, je n'étais pas dans un programme structuré. Au plan académique, c'est sûr que j'ai fait des acquis importants, mais je vous dirais encore plus au plan culturel, d'être en immersion dans une autre psychiatrie. Le fellowship a tout à fait répondu à mes attentes et comme je partais au départ seulement une année, j'ai prolongé de 2 ans, donc j'en ai eu davantage en termes d'expérience. J'ai trouvé ça très structurant de travailler dans un champ où on était justement bien encadré par des protocoles de recherche. Ça m'a beaucoup apporté. Je pense pas que mon année aurait pu être plus occupée et mieux occupée que ce que j'ai eu comme stage. Cette année de fellowship m'a permis une transition, je trouve, très tout en douceur du rôle de résident vers patron, avec cette sorte d'intermédiaire qui est le statut de fellow, avec toute l'autonomie que je voulais. De temps en temps, j'étais totalement seul dans le Grand Nord ou lors des fins de semaine d'urgence. Et pendant ma semaine, pendant mes cliniques ou mes évaluations supervisées, tout ça, j'avais toute la supervision et le soutien que je voulais.
Je savais que je voulais faire la thérapie cognitivo-comportementale, je voulais faire la détection précoce avec les prodromes, je voulais faire l'intervention précoce. Et il a fallu que j'aille voir un peu, bon, d'abord qu'avec les gens qui ont organisé mon stage, que je défende mon point parce qu'ils m'avaient seulement mis dans un des volets que j'avais demandé. Donc, pour avoir accès aux 2 volets, il a fallu que je défende mon point. On a fini par me l'accorder. Il a fallu que je fasse des compromis aussi moi-même parce que, bon, c'est vrai que les milieux de fellow accueillent des gens, mais ils ont aussi leurs besoins, là. Et pour ce qui était de la recherche, il a fallu vraiment que j'aborde moi-même les gens. Mais une fois que j'ai abordé différentes personnes, tout le monde m'a ouvert les bras puis j'ai vraiment pu m'intégrer. Au plan professionnel, ça m'a permis vraiment d'aller chercher une coche de plus dans mon domaine d'intérêt que ce que j'avais appris durant ma résidence. Vraiment de me consacrer à ce domaine-là presque uniquement durant 1 an. Ça permet de faire beaucoup plus de lectures, de rencontrer des gens qui écrivent justement des articles sur le sujet, puis de se sentir au terme de cette année-là vraiment comme en contrôle. On a l'impression de connaître ce qu'il y a à connaître dans ce domaine-là, puis d'être vraiment à la fine pointe de ce domaine-là. Au niveau intellectuel, le fait d'avoir accès à un département qui avait une réflexion très riche et très développée autour de ce qui est la psychiatrie sociale, ce qui est une approche anthropologique de la psychiatrie, ça m'a aidé vraiment à développer une vision différente sur mes pratiques et sur comment on peut faire aussi la recherche, mais la clinique surtout. Donc ça, c'est une chose. Et après ça, j'ai transposé donc cet enrichissement théorique, si on veut, dans des projets de recherche. 2 objectifs principaux, donc acquérir une maîtrise de l'entretien motivationnel et deuxièmement, donc me familiariser avec la recherche en toxicomanie. Ces 2 objectifs-là, je pense les avoir remplis. Être restée ici, j'aurais pas appris ce que j'ai appris là-bas. J'aurais pas eu non plus le même type d'exposition aux patients, ni le volume de patients. J'ai appris plein de choses là-bas, des choses qui, je pense, sont pertinentes pour ici. Ne serait-ce que dans le rapport médecin-patient. Okay? Ici, on a un rapport qui est beaucoup plus... qui a des avantages, mais qui est quelque part un peu plus institutionnalisé. Donc, le patient, c'est pas lui qui paye. Alors que là-bas, c'est le patient qui payait. Donc, c'était un client qu'il fallait satisfaire. Et je trouve qu'au moins pour mes patients, donc des patients psychotiques, ça aidait beaucoup. Ça aidait beaucoup à les remettre un peu sur un pied d'égalité avec le système de soins. Le fait d'avoir ce levier et qu'on soit beaucoup plus à l'écoute pour des raisons de survie financière, de qu'est-ce qu'ils voulaient exactement. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est de comprendre comment est-ce qu'on générait des données, des faits sur lesquels on s'appuie pour pratiquer la médecine. Ce que je pense que moi j'ai appris là-bas, c'est le savoir-être. Comment on est auprès d'un patient atteint d'un cancer, comment on est auprès d'un patient qui a le VIH et quelle approche on a, qui est une approche qui peut être aussi très différente de ce qu'on a ici. Je pense que c'est ça qui a été le plus enrichissant. Au niveau professionnel, je dirais plus spécifique, ça a été la rencontre à Vancouver d'une équipe que j'ai trouvée formidable en termes de fonctionnement. Je n'aurais pas de misère à dire que c'est l'équipe la plus fonctionnelle que j'ai vue dans ma carrière. Alors c'était, je dirais, une chance. J'étais très impressionné par ça et c'est quelque chose qui me reste encore. Dès qu'on arrive, on a 2 superviseurs qui vont nous accompagner tout au long de l'année. On a une supervision administrative avec le chef du département, une supervision académique où on doit avoir des projets de revue de littérature, des projets de publication pendant toute l'année. J'avais à peu près 5 heures par semaine, en plus de mes tâches cliniques, de supervision de gens qui sont dans le domaine depuis longtemps. J'ai été très bien accueillie. Les gens, en fait, on savait que j'étais psychiatre. On n'a jamais remis ça en question. On m'a en fait laissé travailler de façon très, très autonome. C'est même à la limite moi qui allais chercher un peu de supervision. L'avantage que j'ai eu d'intégrer une petite équipe où on couvrait à la fois l'urgence et la consultation sur les étages pour les services médicaux a fait que l'intégration était facile et j'apportais déjà avec ma présence un aide et un soutien. Et aussi, le petit milieu fait que j'ai participé à l'enseignement, bien sûr, en psychiatrie générale. J'ai été reçue avec une certaine
comment dire, une certaine curiosité dans le sens de comment se fait-il que, après avoir eu son diplôme de psychiatre, une candidate voudrait venir passer une année supplémentaire à travailler en recherche sans nécessairement vouloir faire une carrière de chercheur à temps plein. Bien accueilli, bien entraîné, bien encadré, parce qu'on s'attendait à ce que je travaille. On arrive dans un milieu où c'est d'abord la production qui compte. Ils reçoivent beaucoup de financement pour faire des recherches, mais ils sont aussi très productifs. Donc, au départ, c'est de trouver notre place et de sentir... moi, au départ, je ne me sentais pas nécessairement accepter les bras ouverts. Je sentais que je devais faire mes preuves. C'est-à-dire qu'il a fallu me vendre à eux comme étant quelqu'un qui peut leur apporter aussi des choses en échange. Parce qu'au début, ils ont dit, bon, OK, tu viens ici, mais est-ce que tu es juste un touriste ou quoi? Il a fallu que j'aille les voir et que je dise, non, je suis motivé à travailler, etc. Mais c'est vrai que je vais faire des choses pertinentes. Vous n'allez pas me faire des choses qui n'ont aucune pertinence pour moi juste parce que vous avez besoin de main-d'œuvre. Et ça s'est dit de façon beaucoup plus subtile et politique, mais c'était un peu ça qu'il a fallu négocier. J'ai été surprise du choc culturel qu'on pouvait avoir dans la même ville, juste de se transporter dans un milieu de recherche. Puis, comme vous l'avez mentionné aussi, dans un milieu anglophone, c'est pas la même culture à l'Université de Montréal qu'à l'Université McGill. Et je pense que ça enrichit quand même beaucoup l'expérience. J'ai trouvé ça très bien de pouvoir voir un autre monde pendant 2 années. Donc d'aller ailleurs et de vivre complètement dans un autre milieu, dans une autre culture, autant au niveau professionnel qu'au niveau de la vie de tous les jours. Au terme de la résidence, on a une bonne idée comment notre champ de spécialité est géré, disons, dans la ville où on a fait notre résidence. Par contre, ça peut être passablement différent ailleurs. Puis ça, c'est intéressant d'aller s'imprégner de cette expérience-là pour la ramener ensuite avec nous, pour influencer le milieu où on va travailler ensuite. La rencontre avec d'autres systèmes de soins, d'autres cultures de soins amène certainement des remises en question et des réflexions sur nos propres façons de faire. En même temps, nous réconforte, j'ai envie de vous dire, sur la médecine québécoise, la façon dont on offre des soins. J'ai pu là aussi la challenger et puis je peux vous dire qu'on peut être fier quand même de ce qu'on fait malgré toutes les critiques qu'on entend. C'est que le fellowship, c'est pas seulement une année où on est une éponge puis on acquiert une expertise clinique. Là. Il y a vraiment un aspect bidirectionnel où il y a un échange avec, même sur les questions de recherche, sur les questions de développement ou d'acquisition de la connaissance ou des transferts de connaissances qu'on a dans nos discussions avec nos pairs. Comme fellow, qu'est-ce que ça nous apprend? Bien, ça nous apprend différentes façons d'approcher l'être humain et des angles auxquels notre culture ne le fait pas nécessairement souvent. Alors, ça nous apporte d'autres angles, d'autres façons d'aborder une même problématique. Puis ça nous ouvre l'esprit aussi par rapport à l'expression des émotions. Ce que j'ai trouvé là-bas de culturellement intéressant, c'est la pensée anglo-saxonne, très nord-américaine, du evidence-based. On se base sur les données probantes. Eux, toutes leurs décisions sont ancrées sont basées sur les données probantes. Et c'est une clinique particulière parce que les décisions étaient prises en fonction d'un protocole préétabli. Les assistants de recherche me disaient clairement, aujourd'hui, vous avez le droit de faire 2 choses, augmenter ou cesser le médicament. Donc, je n'avais pas la grande liberté que j'ai maintenant en clinique de décider de ce qui va devenir
le devenir du patient. Il y a un choc culturel là aussi d'être dans un hôpital américain où les choses ne se font pas pareil. On ne se parle pas entre spécialistes comme ici. En tout cas, il y a toutes sortes de normes sociales qui ne sont pas les mêmes. Alors ça, j'ai trouvé ça aussi enrichissant. Le retour et l'acquisition de connaissances et aussi d'une autre perspective sur l'organisation des soins fait que je me sentis surtout extrêmement en confiance quand j'ai repris les activités professionnelles ici au Québec et avec aussi beaucoup de projets en tête pour améliorer le service clinique auquel j'appartenais, mais de façon plus générale aussi, j'ai envie de dire, de participer à la psychiatrie québécoise. Le défi du retour, c'est de pouvoir mener à bien les objectifs avec lesquels on arrive, c'est-à-dire que, ou les volontés de construire quelque chose. Donc, avoir du temps protégé pour faire de l'enseignement aux étudiants en médecine, avoir du temps protégé pour des projets académiques, soit d'enseignement, d'érudition, d'écriture, ou des projets de recherche en collaboration avec d'autres professionnels ou d'autres milieux académiques. J'ai quand même remis les choses au clair en arrivant dans mon milieu, mais c'était déjà clair avant de partir et ils ont respecté ça, que je voulais travailler en intervention précoce. Ceci dit, j'ai aussi offert de la disponibilité quand j'ai vu que mon milieu était dans le trouble, comme on dit. Il manquait de gens à l'urgence, je suis allée dépanner, j'ai fait ma part, là, comme tout le monde. J'ai pris des cohortes de patients autres parce que notre milieu avait besoin d'aide à ce moment-là. Mais tout en sachant que quand même le milieu savait que moi, je voulais faire d'intervention précoce, puis que si j'insistais, ça allait être respecté. Bien, ben, ça m'a permis d'avoir un poste universitaire, n'est-ce pas? Ça m'a permis d'avoir un poste de chercheur et de développer une carrière de chercheur. Ça m'a beaucoup aidé à avoir ma première bourse de chercheur clinicien du FRSQ. Personnellement, ça m'a permis de me définir un peu mieux au niveau de l'identité professionnelle, de voir qu'est-ce que je pouvais amener comme plus-value pour l'enseignement aux résidents ou pour le réseau de l'Université de Montréal. Ça m'a aussi permis, en fait, de développer la recherche parce qu'à la clinique JAP du CHUM, il n'y avait pas de recherche qui se faisait avant que j'arrive. Donc, j'ai essayé de tout développer un aspect recherche. Et dans mon fellow, ce que j'ai vu, c'est une clinique où vraiment la recherche et la clinique étaient très intégrées. C'était pas recherche puis clinique à côté puis les gens qui s'aiment pas trop puis qui se comprennent pas. Donc, j'ai réussi, bon, je pense, tranquillement à amener ça. Alors, je suis revenu ici avec un bagage de connaissances qui rapidement m'a placé un statut d'expert dans le domaine. Au Québec, il y a quand même plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine du TDAH. Puis on s'est retrouvés, rapidement, j'ai été accepté dans ces groupes-là qui créaient des algorithmes, des consensus d'experts, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça a été positif, puis ça a été facile parce que, justement, j'avais eu cette formation-là qui était une formation solide. Pour moi, ça a été la plus belle année de ma vie. Tant au point de vue de couple, parce qu'on est partis ensemble, ma conjointe et moi, là-bas. Puis on était dans un état d'esprit, justement, après les examens, on était dans un état d'esprit de profiter de la vie, de vivre une expérience personnelle, un sentiment de liberté. Alors, personnellement, ça m'a apporté un peu de plus de recul. Quand j'entends un patient me raconter l'histoire d'une migration, je l'entends différemment. Bien, ça apporte plus de maturité, je pense, de faire un fellowship dans ce domaine-là en particulier, là, la mort, la vie, la souffrance. Ça met les pendules à l'heure, ça fait une mise à niveau sur le sens de notre vie, de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Ma vie personnelle a fait que je dirais dans cette grande ville de 10 millions de personnes, on crée aussi une petite bulle, on est un peu à l'écart. Ça m'a permis une rencontre avec l'intimité, avec ma conjointe et aussi avec la naissance de notre première petite fille à New York. Alors évidemment, la naissance à l'étranger est une expérience énorme en soi.
Et puis une autre expérience évidemment pas banale qui a transformé aussi mon parcours personnel et professionnel, c'est celui d'avoir vécu les événements du 11 septembre où j'ai pu contrer l'impuissance et offrir mes services comme psychiatre volontaire avec une organisation là-bas qui était dédiée à la chose. Ça a été l'expérience, certainement, une des expériences les plus enrichissantes de ma vie sur le plan personnel. D'abord, partir vivre seule dans une grande ville que, bon, j'avais déjà visitée, mais que je ne connaissais pas du tout. Et d'être là, éloignée des miens. Je ne sais pas si j'irais trop loin en disant que ça a été plus une expérience au niveau personnel que professionnel. Mes deux expériences ont été Vancouver et Toronto. Et même si, bon, on dit c'est le même pays, il y a quand même des différences assez importantes de culture. Et même, je dirais, entre Vancouver et Toronto, alors qu'on pourrait dire, bon, ben, c'est la même culture, encore là, il y a des différences. Et je dirais, de façon très superficielle, mais je trouve représentative, j'ai adopté certains traits culturels que je ramène avec moi. Pour moi, la qualité de vie est une priorité. Et c'est pas étranger à mon choix de New York, ça c'est clair. Ma fille, quand je suis allée là, elle avait quoi? Elle avait 1 an et demi. Donc de 1 an et demi à 3 ans et demi, c'est quand même une période importante pour elle. Tu sais, je ne vais pas lui faire subir n'importe quoi à cet âge-là. Je voulais que ce soit quelque chose d'agréable pour elle. Pour moi, j'avais envie d'un endroit aussi qui répondait un peu à certaines normes de qu'est-ce que j'aimais comme mode de vie. Donc, j'ai fait beaucoup de vélo et je voulais une place où j'allais pouvoir faire du vélo. J'avais exploré le Texas. Comme professionnellement, ça aurait pu être intéressant dans un des milieux de recherche, entre autres dans un grand centre d'oncologie. Et en comparant les deux, en y réfléchissant, une réflexion qui n'a pas tellement pris de temps, c'est sûr que je pense que la ville où on va, c'est aussi très important. Et pour moi, d'aller à New York, c'était aussi extrêmement stimulant. La qualité de vie est rentrée en ligne de compte en termes de conditions dans lesquelles j'allais faire ce fellowship-là. Donc, d'avoir un logement près du lieu de travail, d'avoir un petit salaire pour compenser, d'avoir une assurance maladie payée par l'hôpital. Tout ça faisait que ça assurait une qualité de vie pour moi et pour mon conjoint. La qualité de vie, c'est clair que c'est un impératif très important, surtout quand on termine notre R5, qu'on a travaillé fort pour nos examens. Ça vaut la peine de se payer la traite un petit peu, puis de s'assurer qu'on va bien vivre, qu'on va profiter de la vie ensuite. Dans notre cas, moi, je suis allé avec ma conjointe qui faisait aussi un fellowship. Puis on avait l'embarras du choix entre Londres et Melbourne. Puis finalement, on a choisi le soleil plutôt que la pluie. Au niveau de la question de la qualité de vie, pour moi, ça n'a pas fait partie de la priorité là, du choix de lieu où j'allais faire le fellowship. Parce que je crois que dans toutes les villes, on a une façon de se créer une qualité de vie. Là où ça a joué, c'est une fois que j'ai décidé que j'allais à Boston, que j'étais accepté et tout, quand ça a été le temps de trouver un appartement, un lieu de vie et tout, là, j'étais très préoccupé par ces aspects-là. L'équilibre est important. Pour apprécier une expérience, d'après moi, il faut y avoir justement des gens qu'on aime, parler de qualité de vie aussi au niveau professionnel, des gens qui nous accueillent, qui nous respectent, et aussi qualité de vie à l'extérieur, c'est-à-dire un temps, dans le fond, pour profiter de la vie, de l'expérience. Sinon, effectivement, le risque, et c'est pas ce que j'ai vécu, mais le risque, j'imagine, c'est d'être dans cette ville-là ou à l'extérieur et de ne pas pouvoir profiter, dans le fond, de l'expérience aussi culturelle et personnelle qui est associée. De mon côté, j'ai trouvé qu'il y avait de la place pour la vie privée malgré la charge de travail dans le fellowship. Bon, il faut dire que dépendant des milieux, on peut se donner plus ou moins. C'est sûr que moi, j'essayais quand même, je me mettais un peu comme règle de me garder du temps puis de garder une distance. Il faut dire que, le milieu le permettait quand même, parce que j'avais quand même beaucoup d'autonomie. Moi, j'ai fait énormément d'heures de mon fellowship, si je compare à d'autres. Et ça,
je savais que ça allait se passer comme ça, mais pas entièrement. Ce qui fait que j'ai été surprise. Je trouvais que finalement, il restait pas beaucoup de temps pour la vie privée, professionnelle. En même temps, j'étais pas tellement insatisfaite ou frustrée par ça parce que j'étais très épanouie professionnellement, c'était extrêmement stimulant. Puis aussi, je savais que c'était temporaire. Bien, on n'a pas beaucoup de temps quand on fait un fellowship clinique. Si on fait un fellowship de recherche, peut-être que les choses sont faites un peu différemment. Ou si on va en Europe, peut-être aussi le rythme du travail est différent. Mais travailler aux États-Unis, ça, il faut vraiment pouvoir accepter ça, que c'est intense et c'est exigeant en termes de temps. Mais les bénéfices sont importants. On apprend beaucoup. Le stage a permis de garder un équilibre et on n'avait pas de demandes et d'exigences trop importantes en termes de qualité, en termes de travail, charge de travail. Je m'en mettais personnellement tout seul davantage. Je suis une personne qui arrivait très tôt à l'hôpital et qui faisait son travail de façon très intense parce que je voulais aussi participer à la vie de cette ville. Et donc, quitter plus tôt, moi, à 5 heures, 6 heures, j'étais sortie de l'hôpital. Peu importe. Et je considérais que mon travail était bien fait et je voulais, comme je vous dis, parce que c'est pas tout d'être là à l'hôpital et apprendre. Il faut apprendre aussi le rythme de cette ville, le rythme des habitants, comment ils vivent, s'inspirer de ça et comment on peut être pertinent auprès d'un patient qui habite là et ne pas connaître d'où il vient, ses origines, ses racines. Et puis voilà, c'est un petit peu ça. Pour moi, c'est un tout. Ce qui a été fantastique dans mon expérience, c'est que c'est ça en termes de qualité de vie, de relations personnelles. Par exemple, mon superviseur à Vancouver était, je dirais, un ami, quasiment une relation un peu comme mon père, il était plus âgé, là, mais donc on allait régulièrement après le travail jogger ensemble, on faisait des soupers, on faisait des sorties, on allait monter des montagnes. Je dirais ça, c'est quelque chose d'assez privilégié que même durant ma résidence ici, à Montréal, je n'avais pas vécu. Là, j'ai appris quelque chose aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens travaillent toujours beaucoup, énormément. Ils sont toujours busy. Alors quand moi je disais non, ça va, est-ce que j'ai du temps, est-ce qu'on pourrait faire un projet supplémentaire ou des choses comme ça, ils me trouvaient vraiment bizarre. Donc de dire qu'on a eu du temps pour réfléchir ou pour souffler, c'est considéré très mal vu. Une question comme ça, je répondrais que j'ai été très occupé. La durée idéale pour moi, c'est sûrement pas en bas d'1 an, je vous dirais. Je pense qu'en moins que ça, c'est difficile de bien comprendre les gens qu'on traite. C'est difficile de vraiment s'imbiber de tout ce qui se passe. Quand les gens peuvent se permettre au niveau financier puis au niveau familial et personnel de partir 2 ans en fellow, je pense qu'une durée de 2 ans, c'est préférable. Parce qu'au niveau personnel, on a plus d'occasions d'approfondir des amitiés et tout ça. Puis au niveau professionnel, on a aussi plus le temps de mener à terme certains projets de recherche, etc. À mon avis, après 1 an, j'avais quand même acquis des bases assez solides. La mode actuellement est au fellowship plus long, qui sont souvent jumelés avec de la recherche. Pour être capable de récolter les résultats des demandes qui ont été faites et puis avoir le temps d'analyser un peu, 1 année et demie, ça me semble bien. Évidemment, s'il y a une composante de clinique un peu plus étoffée et puis qui doit être combinée à la recherche, je pense qu'à ce moment-là, 2 ans, ce serait le temps idéal. Pour une expérience clinique et académique, 1 an, ça nous permet quand même de s'acclimater au milieu, d'avoir justement cette expérience-là culturelle de travailler dans un autre milieu, de s'enrichir professionnellement, de développer des liens, de faire des projets académiques et de faire un peu le tour finalement des milieux cliniques. Moi, j'ai choisi de faire 1 an. La 2e année, j'avais beaucoup d'ambivalence à rester une 2e année. Je n'étais pas certaine que ça aurait été intéressant ou même rentable économiquement pour moi. Les 3 premiers mois, c'est vraiment une phase d'adaptation
où on n'est pas très productif, là, où on est en train d'apprivoiser le milieu. Les 3 mois qui suivent, on commence à se sentir partie prenante. Puis, pour avoir le temps de mener à bien certains projets, on ne peut pas les faire en l'intérieur de 6 mois. Là. Donc, 1 an de fellowship, ça apparaît bien peu. Moi, j'ai fait 18 mois sur place et 6 mois complémentaires où je continuais la supervision puis je retournais là-bas régulièrement. Si le fellowship avait été trop court, je pense que je n'aurais pas pu vivre cette expérience-là. Et si c'est trop court aussi, à mon avis, on n'a pas le temps non plus, de s'habituer, mais de faire partie de l'équipe. Et c'est l'expérience un peu que j'ai vécue là-bas, dans le sens où après un certain temps, les gens me faisaient confiance, je faisais partie de l'équipe, je pouvais participer, je dirais même à l'élaboration du programme. En fait, si j'avais à suggérer, si je rencontrais un résident qui hésitait à aller en fellowship, je lui suggérais peut-être d'aller voir. On peut faire des fois à travers la résidence des stages à l'étranger de quelques mois ou simplement de faire comme moi j'ai fait, d'aller visiter le milieu. Parce que de voir autre chose pendant quelques jours, moi j'avais pris des vacances pour aller voir, d'aller rencontrer les gens, je pense que ça peut nous éclairer beaucoup. Si c'est possible de trouver un fellowship, une formation complémentaire qui va permettre de combler un poste dans un axe de développement universitaire, tant mieux. Si ce n'est pas possible, je pense qu'il faut réfléchir bien longtemps au compromis qu'on est prêt à faire pour pouvoir avoir un poste. Est-ce que c'est plus important d'avoir un poste universitaire et de travailler peut-être dans un domaine qu'on apprécie un peu moins, ou bien se dire je vais faire ce fellowship et peu importe ce qui va arriver après, on verra bien l'hôpital qui voudra bien m'engager. Ne pas oublier qu'à faire un fellow, ce n'est pas seulement investir 2 années de sa vie, mais c'est aussi investir 2 années de revenus perdus. Donc 2 années de salaire de psychiatre que vous n'allez pas gagner. Et ça, on ne le réalise pas trop sur le coup, mais c'est quand même un investissement psychologique et financier majeur. Il faut préparer le retour avant de partir. Parce que quand on est là-bas, si on est stressé à propos des postes, à propos de est-ce que je vais avoir mon poste à l'hôpital où je veux travailler en revenant, bien, ça peut facilement gâcher un fellowship. Moi, j'encourage tous mes résidents à faire un fellowship dans quelque chose qu'ils aiment, qu'ils aient une offre d'emploi ou pas à la fin du fellowship. Je pense que c'est un moment assez unique à la fin de la résidence pour partir avant de commencer la pratique. Une fois que la pratique a commencé à prendre une place dans notre vie professionnelle, c'est beaucoup plus difficile de la arrêter, de la mettre en pause et après décider de partir. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un de faire ça. Certainement pas l'âge, parce que moi, j'étais vieille quand je suis partie. La famille, ils peuvent être très accommodants pour les gens qui peuvent partir, qui devraient partir avec des enfants et un conjoint. Si c'est plus des considérations vraiment de contingence pour rester absolument en milieu universitaire, je pense à ce moment-là qu'il vaut mieux y réfléchir à 2 fois. Mais certainement que si on a envie, ça vaut la peine de pousser davantage. Qu'est-ce qui aurait amélioré? C'est peut-être d'accompagner plus tôt dans la démarche et dans la carrière les gens vers le fellowship, de les aider à tester un peu qu'est-ce qui se passe et comment ils vont le faire. Et après ça, pendant le fellowship, de les aider à rester dans un état de réflexion par rapport à où est-ce qu'ils sont rendus pour s'assurer qu'il y ait un accompagnement de leur démarche et de leur apprentissage. Et au retour, d'avoir du support et un intérêt par rapport à ce qu'ils ont amené au milieu. Bien, c'est sûr que je pense que s'il y avait des mentors qui peuvent un peu parler de leur expérience puis suggérer, parce que moi, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça quand je suis partie. Une faiblesse que je voyais dans mon programme de résidence, c'est qu'on commençait à parler du fellow seulement durant le R4, R4, R5, alors que, d'après moi, c'est dès le début de la résidence que c'est important que les résidents commencent à penser à ça.
Une chose certainement qui pourrait être améliorée, c'est que le département et l'université se positionnent plus rapidement sur le candidat qui sont choisis ou retenus pour être recrutés en milieu universitaire. Puis le deuxième aspect, évidemment, c'est que si tous les gens qui ont des contacts ou des gens qu'ils connaissent, qui peuvent accueillir en milieu de stage à l'étranger, puissent mettre ça en commun. S'il y avait une possibilité de mentorat dans cette expérience-là, tant professionnelle que aussi administrative, ça pourrait enrichir en tout cas notre recherche, puis nous aider dans ce processus-là de préparation. Je pense que ce qui est vraiment aussi important, c'est de continuer, malgré cet état d'éloignement-là, de continuer à avoir des liens très forts avec notre milieu d'accueil pour préparer le retour. Donc, peut-être qu'aussi de penser à des moyens de financement pour soutenir les projets de recherche, bien, ce serait vraiment une initiative appréciée par les résidents en formation. Bien, je dirais d'avoir un accompagnement avec un système de mentorat. Là, par exemple, si moi je suis intéressé à faire un fellowship en psychose, puis qu'il y a quelqu'un dans le département qui a déjà fait le tour des lieux où on donne des formations spécialisées dans ce champ-là, qui ait une meilleure liaison. Là. Tout le retour, je pense, est important, donc l'accueil au retour. Et permettre des liens avec des gens qui sont passés à travers l'expérience de fellowship, parce que il faut remonter ses manches. Ça reste une expérience, je pense, qui doit être faite de façon personnelle, mais c'est bon d'avoir des bons conseils, des gens qui sont passés à travers la chose. Mais je pense qu'on peut aussi servir de parrain, de marraine à d'autres personnes qui voudraient faire les mêmes démarches. Je pense que c'est là que ça se passe, c'est partager l'expérience, en fait. Dans le fond, préparer votre retour un peu comme on prépare le départ, dans le sens où il faut être prêt à être... c'est de l'inconnu aussi, puis il faut être prêt à être surpris par les défis, les réalités. La valeur d'un fellowship, c'est aussi ça. C'est la rencontre avec l'autre, avec les gens de la terre d'accueil. Ça, c'est inestimable. Je n'ai pas de misère, en tout cas pour moi, de dire que c'est une expérience assez extraordinaire en termes de, tant au niveau personnel que professionnel, qui change la vie. Je pense que si j'avais eu une charge clinique à assumer, en plus, ça m'aurait certainement distraite. Ça m'a distrait, oui. Est-ce que c'est votre question? Question piège. Qu'est-ce que c'était donc la question? Je peux vous répéter. Entre autres au niveau légal, le contexte légal est différent, etc. Vous me répétez la question? Oui, mais je ne veux pas le dire à la caméra. Bonne question. Là, j'essaie de répondre à votre question. En allant travailler, ça vous le mettrez pas là, mais... Ouais, ben je vais m'éponger un petit peu. Ça va, ça va. Non, non, je vous fais confiance. Là. Ça, vous êtes dans la chaise confortable. Enfin. Ou bien... J'ai l'impression que je n'ai pas tout à fait bien répondu. Là. Déjà mieux. Ouais, plus synthétique. C'est l'impression que j'ai, mais je peux me tromper. Est-ce que je peux reprendre ce bout-là? C'est vraiment une bonne question. Si c'était à refaire, j'aurais fait mon fellowship à Longueuil. Fait de façon totalement inconsciente. J'en ai marre.